Bonjour et bienvenue dans cette première partie du cours. Dans les prochaines vidéos, nous allons découvrir ensemble les enjeux climatiques et énergétiques qui peuvent avoir des répercussions sur votre entreprise. Commençons avec un terme que vous avez peut-être déjà entendu, les gaz à effet de serre, ou GES. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit? Les GES sont des gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère et retiennent la chaleur du soleil. Il existe plusieurs gaz à effet de serre. Certains sont d'origine naturelle, comme la vapeur d'eau, d'autres sont d'origine anthropique. Autrement dit, ils sont liés aux activités humaines, comme l'industrie par exemple. Regardons de plus près l'un des GES les plus répandus. Il s'agit du CO2 ou dioxyde de carbone. Il est responsable à lui seul d'environ 3/4 des émissions de GES. Il existe 3 principales catégories de CO2. D'abord, la combustion des énergies fossiles. Elle représente environ 57% des émissions mondiales. Puis, la déforestation, qui est liée principalement à l'agriculture. Celle-ci est responsable d'environ 17% des émissions. Et enfin, les processus industriels, comme la fabrication du béton. Ceux-là sont responsables d'environ 3% des émissions. Arrêtons-nous quelques instants sur les énergies fossiles. Il existe 3 principales énergies fossiles. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ces énergies sont utilisées dans tous les secteurs d'activité. En effet, elles représentent plus de la moitié des émissions. Elles méritent notre attention pour bien comprendre de quoi il s'agit. Savez-vous pourquoi on les appelle ainsi? Ces énergies sont issues d'une lente transformation de matières organiques. Et quand je dis lente, je veux dire vraiment lente. On parle d'une échelle de temps de plusieurs dizaines de millions d'années. Or, puisque nous consommons ces ressources fossiles plus vite qu'elles ne se renouvellent, on parle alors d'énergie non renouvelable. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur. En 2020, selon l'Agence fédérale allemande pour les sciences de la Terre et des matières premières, les ressources d'énergie fossile mondiales créées il y a des millions d'années se répartissaient ainsi. 55% de charbon restant, 25% de pétrole et 19% de gaz naturel. Là, vous avez la part de chaque énergie fossile. Là où ça se complique, c'est si je vous dis que la même agence a calculé qu'au rythme actuel d'utilisation de ces énergies qui progressent chaque année, nous en avons encore pour 83 ans en moyenne de production, répartis de manière variable selon l'énergie. En l'occurrence, 56 ans pour le pétrole, 54 pour le gaz naturel et 139 ans seulement pour le charbon. Ça remet les quantités récentes en perspective, n'est-ce pas? Or, nous sommes dépendants de ces énergies depuis la révolution industrielle. Le développement de l'industrie pétrochimique dans les années 1950 n'a fait qu'augmenter cette dépendance. Saviez-vous que depuis 200 ans, la consommation d'énergie n'avait cessé d'augmenter? Selon l'Agence internationale de l'énergie, elle a été multipliée par 115% en 46 ans, rien qu'entre 1976 et 2019. Les énergies fossiles nous ont permis un mode de vie confortable. Elles irriguent toutes les sphères de nos vies, de l'agriculture et l'industrie, au transport, à l'habitat, ou encore du travail au loisir. C'est la raison pour laquelle, malgré les conséquences écologiques néfastes liées à leur utilisation, nous avons bien du mal à nous en détacher. Ok, revenons maintenant aux GES. Alors, qui sont les émetteurs? En fait, tout le monde en émet. Mais ici, nous allons nous pencher sur des secteurs économiques qui, au travers de leur activité, rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, quelle est la répartition des émissions en CO2 entre les différents secteurs en France? Selon un rapport CITEPA daté de 2021, les transports représentent 31%, l'agriculture, la sylviculture et la gestion des sols 19%, l'industrie 19% des émissions également, dont la moitié sont liées aux énergies fossiles. Les bâtiments résidentiels et tertiaires comptabilisent eux 17%, et enfin, la transformation de l'énergie et des déchets compte pour 14% des émissions. Vous avez maintenant un aperçu des secteurs d'activité émetteurs et impliqués dans le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique a des répercussions non seulement sur chaque individu, mais aussi sur les entreprises. Et justement, savez-vous quels sont les effets du dérèglement climatique sur les entreprises? D'abord, des risques physiques qui sont directement liés au dérèglement climatique. Par exemple,
Des ruptures d'approvisionnement, des perturbations dans les transports ou un manque de ressources sont tous des risques physiques. Mais aussi des risques liés à la transition elle-même. Ces risques sont plutôt liés à l'obligation de réduction des gaz à effet de serre. Imaginons une entreprise dont l'activité principale serait liée aux énergies fossiles. Par exemple, un fabricant de voitures diesel. Son activité serait incompatible avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette entreprise risque de disparaître, tout simplement. Mais qui dit risque, dit aussi opportunité. Une entreprise qui saurait s'adapter à la transition environnementale pourrait tirer son épingle du jeu. Pour vraiment mesurer les conséquences du dérèglement climatique et les risques entraînés par celui-ci, il faut comprendre la problématique de l'effet de serre. Cela pourrait vous surprendre, mais l'effet de serre est un phénomène totalement naturel. C'est même grâce à lui que notre planète est habitable. Contrairement à ce qui se passe sur les autres planètes, l'effet de serre permet de conserver la chaleur du Soleil tout autour de la Terre, un peu comme une couette. Sans celle-ci, la température moyenne de la Terre ne serait pas 15 degrés comme c'est le cas maintenant, mais plutôt moins 18 degrés. Autrement dit, nous vivrions sur la banquise. Cette couette est composée en grande partie de H2O, autrement dit d'eau. Mais on retrouve aussi du CO2. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Car cette augmentation déséquilibre l'effet de serre naturel. C'est comme si on avait échangé la couette toute saison, légère, pour une couette grand froid, alors qu'on sue sous 35 degrés. Vous me suivez ? Les émissions de gaz à effet de serre augmentent, donc la partie qui reste dans l'atmosphère augmente aussi. De plus, comme le CO2 est efficace pour maintenir la chaleur, la température monte encore plus. C'est un cercle vicieux. La problématique de l'effet de serre entraîne des conséquences. Vous avez certainement remarqué que des événements climatiques extrêmes, comme des canicules, des inondations et les incendies à grande échelle, sont de plus en plus fréquents tout autour du monde. Alors, on pourrait se poser cette question. Est-ce encore raisonnable de faire comme si notre planète pouvait tout endurer ? Les scientifiques nous alertent depuis des décennies sur les limites de la Terre. Ils en ont défini 9 à ne pas dépasser. Pourtant, méticuleusement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous retrouverez ces limites en détail dans le texte du cours. Alors, comment pourrions-nous rectifier cela ? Il existe différentes approches. Certains misent sur la croissance verte, d'autres sur la décroissance. Or, cela implique de prendre de nouvelles habitudes. Nous le savons tous, nous allons devoir changer nos modes de consommation et de production. Selon une étude récente de l'Institut CSA, 78% des salariés choisissent, à offres équivalentes, de rejoindre une entreprise qui s'engage dans la transition écologique. Et vous ? Préféreriez-vous travailler pour une entreprise engagée dans la transition écologique ? Je parie que oui. Ok, prochaine question, c'est l'Access Course. Si je vous dis qu'il faut diminuer l'empreinte carbone de 80% d'ici à 2050, pensez-vous que nous soyons sur la bonne voie ? J'ai l'impression que vous avez quelques doutes. Pourtant, c'est exactement l'objectif défini par l'Accord de Paris en 2016. Alors évidemment, cela ne se fera pas comme ça. Nous allons traverser une période d'évolution. Cette phase est ce qu'on appelle la transition environnementale. Car il faut un peu de temps pour mettre en place un nouveau modèle économique et social. Cette transition va toucher 3 secteurs. D'abord, le secteur énergétique. Il faut remplacer les énergies fossiles par des énergies bas carbone. Ensuite, il y a la transition industrielle vers des approches durables. Et enfin, il y a la transition agroalimentaire. C'est ma préférée. Autrement dit, la mise en place des pratiques plus écologiques pour nous nourrir. Vous avez probablement déjà entendu parler des gestes que vous pouvez effectuer dans votre vie privée en faveur de l'environnement. Mais si l'on veut diminuer l'empreinte carbone, l'État et les entreprises doivent s'y mettre aussi. Pour encourager les entreprises à s'engager, il existe des moteurs positifs et punitifs. Regardons de plus près les moteurs positifs. Nous avons déjà évoqué certaines opportunités. Mais l'amélioration de l'image de marque pour convaincre les consommateurs est un autre moteur puissant. De plus,
le fait de s'engager peut pousser l'entreprise à optimiser sa production. Et enfin, n'oublions pas qu'une entreprise engagée est préférée par ses talents. La marque employeur est devenue un enjeu clé. Ces moteurs positifs sont tellement puissants que certaines entreprises n'hésitent pas à abuser du greenwashing ou éco-blanchiment. Il s'agit d'un procédé marketing utilisé par les entreprises pour se donner bonne conscience et une image trompeuse de prise de responsabilités écologiques. La plupart du temps, leur engagement est davantage de la publicité que de réelles actions en faveur de l'environnement et du développement durable. D'ailleurs, d'après l'enseignant-chercheur Mathieu Janich, professeur à Sciences Po et spécialisé sur la transition écologique, le greenwashing ne s'est jamais aussi bien porté. Vous avez peut-être déjà croisé des publicités de compagnies d'aviation civile prétendant protéger la planète ou de gros SUV se prétendant écologiques. C'est exactement cela. Alors, pour combattre le greenwashing et convaincre les entreprises de s'engager vraiment, quels sont les moteurs punitifs? Il s'agit en général de contraintes imposées par l'État. La stratégie nationale bas carbone, ou SNBC, ça vous dit quelque chose? Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas grave, je suis là pour vous expliquer. La SNBC, c'est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Son ambition principale est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Pour ce faire, elle donne des orientations à tous les secteurs d'activité pour mettre en œuvre la transition écologique. Par exemple, la SNBC fixe les budgets carbone. Autrement dit, elle détermine le quota acceptable des émissions de gaz à effet de serre. Ok. Revenons un peu en arrière. L'objectif principal de la SNBC est la neutralité carbone. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? On atteint la neutralité carbone à partir du moment où l'absorption des GES est égale aux émissions. Et ce, que ce soit celles par des milieux naturels comme des forêts, ou bien par des procédés industriels comme la capture ou la réutilisation de carbone, par exemple. Vous avez maintenant quelques pistes pour adopter la transition écologique au sein de votre entreprise. J'espère que vous êtes maintenant convaincus qu'il faut agir pour conserver une planète habitable. Dans les prochaines parties de ce cours, je vais partager avec vous quelques actions concrètes que vous pouvez réaliser. Certaines seront propres à votre secteur et d'autres seront plus générales. Mais pour ce faire, il faut connaître le terrain. Alors, avant de se lancer, prenons un peu de temps pour regarder de plus près ce qui se passe déjà dans votre entreprise. Tout d'abord, je vous conseille d'identifier les acteurs. Si vous travaillez dans une PME, ce sera probablement le dirigeant ou la dirigeante. Mais dans une grande entreprise, il se peut qu'une personne spécifique soit missionnée sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Autrement dit, un ou une responsable RSE. Peut-être qu'il y a même une personne responsable du développement durable. Ces collègues sont vos interlocuteurs par rapport à la stratégie environnementale de votre entreprise. Une autre source d'information pourrait se trouver dans d'éventuels rapports rédigés par ces différentes équipes. Par exemple, les rapports sur la responsabilité sociale ou le développement durable. Et il ne faut pas oublier le bilan carbone de votre entreprise. C'est un outil incontournable. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Un bilan carbone évalue à un instant T les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Il permet également d'identifier les axes stratégiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si cela vous intéresse de mieux comprendre comment réaliser un bilan carbone, ne vous inquiétez pas, nous allons nous plonger dans ces étapes dans le prochain chapitre. Les entreprises doivent publier leur bilan carbone sur le site de l'Agence de la transition écologique. Ceci est un bon point de départ pour trouver le bilan carbone de votre entreprise. Mais si vous travaillez dans une multinationale, vous trouverez ce bilan sur le site du Science Based Targets Initiative. Ok, vous avez pris connaissance du bilan carbone de votre entreprise, s'il y en a un bien entendu. Maintenant, intéressons-nous aux normes qui pourraient s'appliquer à votre entreprise. Alors, prenons quelques instants pour en savoir plus sur les normes en général. Qu'est-ce qu'une norme exactement? Selon l'Organisation internationale de normalisation, on peut penser aux normes comme une formule qui décrit la meilleure façon de faire. Elles sont convenues par des experts au niveau international. Il existe plusieurs normes qui peuvent aider à construire votre stratégie pour la transition environnementale. Regardons ensemble l'une de ces normes,
le système de management environnemental ou SME. Le SME donne des indications par rapport au management environnemental. Il permet aux entreprises de s'organiser pour estimer, réduire et maîtriser leurs impacts sur l'environnement. On le considère comme un outil d'éco-gestion. Vous vous demandez ce que c'est ? Il s'agit d'une sorte de mode d'emploi de gestion respectueuse de notre environnement. Bon, les normes sont un bon point de départ, c'est vrai, mais elles sont tout de même limitées. Par exemple, elles ne questionnent pas en profondeur le modèle économique d'une entreprise ou elles n'imposent pas non plus de véritables stratégies environnementales. Vous êtes maintenant en mesure d'identifier ce qui se fait dans votre entreprise et de vous interroger sur les normes qui s'appliquent à elle. Alors, c'est parti pour réaliser un bilan carbone ? Je vous donnerai les éléments pour mener cette étape au sein de votre entreprise. Comme vous le savez, le bilan carbone évalue les émissions de gaz à effet de serre issues de votre entreprise. Le bilan carbone se compose de 6 étapes. D'abord, la sensibilisation à l'effet de serre. Deuxièmement, la définition du champ d'étude. En temps 3, la collecte des données au sein de l'entreprise. Puis, l'exploitation des résultats, suivi de l'établissement d'une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la dernière étape est la mise en œuvre de votre plan d'action. Ok, vous avez bien saisi les étapes. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'on comptabilise exactement ? Bonne question. En fait, on mesure toutes les émissions liées à l'activité de l'entreprise. Et si ce n'est pas envisageable, il faut compter au moins les postes dont les émissions sont significatives. Le bilan carbone est composé de 3 périmètres, aussi appelés scopes. Le premier périmètre tient compte des émissions directement liées à la consommation des énergies fossiles. Le deuxième concerne les émissions indirectes des énergies fossiles, comme l'électricité par exemple. Le troisième se compose d'autres émissions indirectes, je dirais même d'émissions éloignées, les déplacements des collaborateurs par exemple. On retrouve également ici des émissions dans la chaîne de valeur, en amont et en aval, c'est-à-dire avant et après les activités principales de l'entreprise. Le bilan carbone vous permet ainsi d'identifier les grands postes d'émissions de GES qui sont liés à chaque scope. Gardez ceci en tête, nous allons y revenir dans quelques instants. En effet, je voudrais partager avec vous une méthode pour définir votre plan d'action et aller plus loin. Pour vous aider à le faire, vous allez vous servir d'une matrice. Elle vous permettra de placer vos grands postes de dépenses sur 2 axes. D'abord, l'axe des conséquences qu'on voit ici. Cet axe correspond à la réduction des émissions de gaz à effet de serre que vous pensez atteindre. Et l'axe des leviers d'action ici. Il correspond à la complexité liée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela pourrait être en coût, en temps ou en complexité par exemple. À présent, nous allons diviser cette matrice en 4 parties. En premier, nous avons l'axe fort impact et l'axe facile. Les actions qu'on place dans cette partie seront faciles à mettre en œuvre, mais elles auront tout de même des conséquences très positives. Ensuite, nous avons l'axe impact fort mais difficile. Vous avez deviné, les actions qu'on place ici sont importantes, mais il faut faire plus d'efforts pour les mener à bien. Passons maintenant au faible impact mais facile à mettre en œuvre. Il faut moins d'efforts pour réaliser ces actions, mais les conséquences positives seront aussi moindres. Et enfin, faible impact et difficile. Autrement dit, on place ici les actions les moins efficaces. Ok, maintenant que nous avons vu la matrice, revenons à vos gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour développer votre plan d'action, vous allez placer ces postes sur la matrice. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous travaillez pour un cabinet de conseil en systèmes informatiques et logiciels. Vous avez déjà réalisé votre bilan carbone et il est temps de construire votre plan d'action. Vous remarquez que vos plus grands postes sont les déplacements entre le travail et le domicile et l'achat de produits ou services. Ensuite viennent la consommation d'électricité et les véhicules à moteur thermique, autrement dit la flotte de voitures de fonction et les déplacements professionnels. Plaçons ensemble ces postes sur la matrice. D'abord, dans la case « Fort impact facilement atteignable », vous allez mettre les déplacements entre le travail et le domicile. L'idée est de développer le télétravail et de mettre en place des incitations à la mobilité douce. Ensuite,
Dans la case fort impact mais difficile à mettre en œuvre, vous pouvez mettre les émissions liées à l'achat de produits ou de services. En tant que cabinet de conseil dans l'informatique, les services numériques externalisés sont fondamentaux pour votre activité. Il sera donc difficile de les changer. Puis, dans la case faible impact, facile à mettre en œuvre, vous pouvez placer votre flotte de véhicules de fonction. Votre plan d'action serait de proposer une alternative en mobilité douce pour chaque déplacement et d'encourager le covoiturage par exemple. Et enfin, la case faible impact, difficile à mettre en place. On peut considérer que les émissions liées à l'électricité auront aussi leur place. Par exemple, la consommation de serveurs ou logiciels vendus. Ce sera difficile de les couper, mais dans tous les cas, les répercussions seront minimes. Si cet exemple vous semble éloigné de votre activité, pas de panique. Nous allons revenir sur les actions à mettre en place, métier par métier, dans la prochaine partie. Le cycle de vie. Cette phrase évoque sans doute vos cours de sciences à l'école. Mais au lieu de s'intéresser à comment une chenille devient un papillon, nous allons plutôt décortiquer le parcours d'un produit. Et en particulier, son impact sur l'environnement, de sa conception à sa disparition complète. Dans le jargon, on parle de l'analyse de cycle de vie ou ACV. Mais avant de s'y mettre, arrêtons-nous quelques instants sur la différence entre un bilan carbone et une analyse de cycle de vie. La grande différence entre les deux est l'objet d'étude. Là où un bilan carbone concerne une organisation ou une entreprise, l'ACV porte sur un produit. De plus, l'ACV prend en compte l'ensemble des impacts environnementaux. Par exemple, les ressources consommées, l'énergie, la pollution engendrée par la production d'un produit. C'est donc l'analyse de l'impact d'un produit dans sa globalité. D'accord, mais pourquoi effectuer une analyse de cycle de vie ? Une ACV vous permet de concevoir des produits plus respectueux de l'environnement, voire même de vous engager dans une démarche d'éco-conception. Nous allons en parler plus en détail dans quelques instants. Bon, vous connaissez l'essentiel d'une ACV, et surtout les raisons d'en effectuer une. Examinons maintenant les étapes pour la réaliser. L'analyse de cycle de vie se compose de 4 étapes. D'abord, vous allez définir les objectifs et le périmètre de votre étude. Ensuite, vous allez faire un inventaire des flux. Je vous explique. Vous allez inventorier et quantifier tous les flux entrants. Par exemple, l'utilisation de matières premières ou la consommation d'énergie. Et vous ferez la même chose pour les flux sortants, comme les émissions nocives et la production de déchets ou de matières recyclées. Puis, vous allez faire une estimation des répercussions environnementales de tous les flux, qu'ils soient entrants ou sortants. Et enfin, vous allez effectuer une analyse de résultats et la confronter aux objectifs définis lors de la première étape de l'étude. L'idée est de développer une liste de recommandations dans la perspective de réduire les conséquences nocives du produit sur l'environnement. Et maintenant, il est temps de déployer votre plan d'action. Pour ce faire, vous devrez mettre en place des actions globales. Par exemple, la sensibilisation des salariés aux enjeux de la transition écologique. Et ce, quel que soit leur niveau hiérarchique. Puis, vous pourrez agir au niveau des collaborateurs. Nous avons déjà vu quelques exemples de ce type d'action comme encourager la mobilité douce ou le télétravail. Ou bien, si vous bénéficiez d'une cantine, proposez plus de repas végétariens. Car les repas sans viande sont moins gourmands en CO2. Le saviez-vous ? Selon une étude du cabinet Carbone 4, devenir végétarien représenterait 46% de réduction de l'empreinte carbone individuelle si l'on prend en compte l'alimentation, les transports, les biens et services et le logement. En 2018, le journal Le Monde notait d'ailleurs que si la production de viande et de produits laitiers émettait la moitié des gaz à effet de serre liés à l'alimentation, elle ne représentait pour autant que 20% des calories consommées dans le monde. Je précise qu'on détaille ici des actions qui peuvent s'appliquer à toutes les entreprises. Mais dans la prochaine partie, nous aborderons des actions spécifiques que vous pourrez mettre en place. Et ce, par rapport à votre secteur d'activité et votre métier. Votre action sera ainsi encore plus pertinente dans votre démarche de transition. Je vous dévoile un peu la prochaine partie car je ne serai pas là en tête de chaque chapitre. En revanche, vous allez découvrir des entretiens avec de nombreux experts issus de secteurs différents.
Cette partie est composée d'éclairages sur 8 grandes catégories de métiers. On retrouve ces métiers dans de nombreux secteurs. Alors, petite astuce. Vous aurez peut-être envie de ne vous intéresser qu'au chapitre de votre métier. Mais je vous encourage à jeter un coup d'œil aux autres chapitres. Surtout si vous exercez un métier transversal. Cela pourrait vous aider à mieux comprendre les enjeux de la transition écologique pour vos collègues et enrichir vos discussions avec eux pour faire bouger l'entreprise dans le bon sens collectivement. Notre mission avec Alain, c'est de vous donner des clés pour agir à votre échelle. D'abord, nous évoquerons l'importance de créer une communauté de personnes soucieuses de l'environnement au sein de votre entreprise. Puis, je vous aiderai à vous saisir des outils utiles dans votre démarche. Enfin, nous regarderons de plus près les accélérateurs de changement en entreprise. Pour commencer, comme promis, évoquons les gestes qui vous aideront à réduire votre impact sur l'environnement au travail. Bien sûr, ils pourront être bénéfiques en dehors de la sphère professionnelle également. Tout d'abord, penchons-nous sur les échelles. Elles sont importantes pour prioriser vos actions. Notons, pour commencer, qu'il y a d'un côté l'engagement de l'entreprise et celui aussi des salariés, individuellement et collectivement. L'entreprise peut décider d'adopter une bonne gestion de ses déchets industriels, une politique favorisant la restauration de la biodiversité. Elle peut travailler son efficacité énergétique, économiser l'eau, réduire l'utilisation de substances toxiques. Ces actions sont particulièrement utiles si elles sont réalisées à grande échelle. En parallèle, les salariés ont aussi pleinement leur rôle à jouer. Et justement, quels gestes pouvez-vous adopter ? Je parie que vous me citerez en premier les économies d'énergie. Pensez à éteindre son ordinateur ou l'éclairage d'une pièce quand vous n'en avez plus besoin, c'est la base. Ensuite, vous me citerez probablement les déplacements. Alors, interrogez-vous sur ce point. Avez-vous la possibilité de choisir un moyen de transport moins nocif pour l'environnement ? Le télétravail est-il une option pour vous ? Vous penserez peut-être aussi aux effets nocifs du numérique. Et à raison. Le secteur du numérique est responsable, selon Inès Leonardo-Di, de l'ONG Digital for the Planet, de 4% des émissions de gaz à effet de serre, soit 1,5 fois le poids de l'aviation civile. En 2023, ce sera 6%. Les 800 data centers des géants de l'Internet nécessitent pour leur refroidissement 158 000 piscines olympiques d'eau par an, alors que 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. En 2022, 34 millions de mails sont envoyés chaque heure, équivalent à 14 tonnes de pétrole. Envoyer 33 mails de 4 grammes de CO2 par jour à 2 destinataires pollue autant que parcourir 1000 km en voiture. 60% des mails tombent d'ailleurs en spam ou ne sont jamais lus. C'est vertigineux, n'est-ce pas ? Alors, vous pouvez supprimer vos mails traités, limiter le nombre de personnes en copie, nettoyer vos spams avec CleanFox, envoyer vos pièces jointes sous forme de liens téléchargeables ou de chemins vers un dossier partagé. Fermer les fenêtres web évite aussi au navigateur de les actualiser et réduit votre consommation. Car une simple recherche Google émet 7 grammes de CO2. Pensez aussi à l'achat de matériel reconditionné et prenez soin des appareils pour qu'ils durent. Réparer plutôt que jeter, c'est la clé. Selon l'ONU, 75% des déchets numériques échappent aux filières de recyclage, alors que l'extraction de terres rares et métaux nécessaires à leur création sont consommatrices en eau, polluantes et souvent discutables en termes de droits humains. À méditer. Militer pour des options végétariennes au restaurant d'entreprise ou apporter des repas locaux moins carnés a aussi un vrai impact. Et enfin, pensez à réutiliser votre propre gourde ou tasse. Selon Carbone 4, l'impact est à la marge, mais c'est toujours ça. Alors, quels gestes allez-vous mettre en place au travail dès aujourd'hui ? Je pense que nous sommes d'accord, ce n'est pas en agissant seul que nous allons renverser la tendance pour notre planète. Au contraire, pour y arriver, il faut que chacun s'y mette. Le cabinet d'études et de conseils dédié à la transition écologique Carbone 4 a réalisé des ordres de grandeur pour comprendre la part des initiatives individuelles et celles des entreprises et des États. Il en ressort que les deux sont totalement complémentaires. Les citoyens contribueraient pour 20 à 45% des leviers de réduction de l'empreinte carbone, tandis que les entreprises et les États représenteraient
la part restante. Alors, quand je vous parle d'actions que vous pouvez mener à votre échelle, il semble essentiel de commencer par la création d'une communauté autour de vous. Mais comment vous y prendre? Cela peut sembler une montagne, mais c'est à la portée de toutes et de tous. Je vous partage quelques pistes. D'abord, encouragez vos collègues à échanger sur la transition écologique. Par exemple, mettez en place un groupe de discussion. Ou bien, si cela vous semble trop formel, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Gardez en tête que l'objectif est de motiver vos collègues à s'intéresser à la transition écologique. Alors, veillez à ce que votre approche soit ouverte et constructive. Une autre très belle piste est de donner la chance à vos collègues de découvrir des collectifs. Par exemple, les fresques du climat. Cette initiative vaut vraiment le détour. C'est pourquoi nous en reparlerons plus en détail dans la suite du cours. Une autre idée est encore d'organiser des actions d'information. Le but est de transformer un groupe de collègues motivés en groupe de travail. À ce stade, il faut penser à mettre au courant la direction de l'existence de votre groupe de travail. Ainsi, vous vous assurez d'avancer en concertation avec votre hiérarchie. Et enfin, je vous conseille d'organiser des actions ciblées autour du développement durable. Si vous manquez d'inspiration, vous trouverez des exemples d'actions sur le site Les Collectifs. Si vous ne connaissez pas encore, il s'agit d'un réseau de professionnels citoyens créé pour transformer les entreprises de l'intérieur et notamment au travers de collectifs de salariés engagés. Et oui, s'appuyer sur les collectifs et les outils existants est une bonne stratégie. Vous n'êtes pas seul à vouloir transformer votre entreprise de l'intérieur, loin de là. Avez-vous déjà fait l'expérience de monter un projet depuis zéro? C'est un vrai défi. C'est pourquoi je souhaite partager encore plus de pistes pour vous donner un coup de main. Il sera plus facile de mener votre projet à bien si vous vous appuyez sur des réseaux et des outils existants. Alors, je vous propose d'en découvrir quelques-uns qui ont fait leurs preuves. Commençons avec les réseaux. Leur raison d'être est de rassembler des entreprises, associations ou collectivités autour d'une stratégie environnementale commune. Vous vous demandez peut-être ce qu'un réseau peut vous apporter. C'est un bon point de départ pour trouver des ressources, des contacts et même du soutien pour vos projets. Vous trouverez les différents réseaux potentiellement intéressants pour votre démarche dans la partie texte du cours. Ensuite, des outils existent pour vous aider à construire ou accélérer dans votre projet, ou tout simplement pour vous informer. Par exemple, la fresque du climat. Vous vous souvenez? Je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'une fresque du climat? C'est un atelier de sensibilisation que vous pouvez organiser avec vos collègues. Il faut assister à une fresque avant de pouvoir en dispenser une. Une fois que vous maîtrisez le contenu, c'est un puissant outil de diffusion de savoir autour du changement climatique et de la transition écologique. En pratique, les participants se prêtent au jeu pendant 3 heures avec 4 phases au sein d'une équipe de 4 à 8 joueurs. Première étape, co-construire une fresque climatique chronologique en ordonnant des cartes représentant les différentes composantes du changement climatique. Les personnes se concertent afin de trouver les liens de cause à effet en les repositionnant et les reliant entre elles. Deuxième étape, s'approprier la fresque et l'illustrer. Troisième étape, digérer ce qui a été appris lors d'un exposé synthétique. Quatrième et dernière étape, échanger sur ses émotions et les solutions. Un animateur encadre une ou plusieurs équipes afin de les guider durant l'atelier, d'assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires. Ce moment de partage entre les collègues permet à tout le monde de mieux comprendre et de mettre en perspective les enjeux environnementaux brûlants sans mauvais jeu de mots. Je vous encourage à explorer tous les réseaux et outils qu'Alain vous présente dans la partie texte du cours. Ensemble, nous avons parcouru les bases pour mettre en place des initiatives au sein de votre entreprise. Il est maintenant temps d'échafauder votre stratégie. La résistance au changement fait partie de la nature humaine. Donc, si vous souhaitez être efficace pour atteindre vos objectifs environnementaux, il ne faut pas négliger cette étape. La clé ici est de concevoir une stratégie qui soit responsable, constructive et actionnable. Je vous propose cette liste. Vous pouvez vous y référer lors de la conception de votre stratégie. D'abord, visez l'innovation dans vos actions.
Ensuite, donnez-leur du sens en les rendant concrètes. Puis, pensez à leur impact. N'oubliez pas de rendre visibles vos réussites. Et agissez en coopération avec vos collègues et alliés. Voilà, vous avez quelques pistes pour vous aider à développer votre stratégie. Mais gardez toujours à l'esprit que vous agissez au sein d'une entreprise. Et de ce fait, il convient de prendre des décisions et de proposer des initiatives en concertation avec votre hiérarchie. Peut-être ne vous sentez-vous pas à l'aise pour échanger avec les décideurs de votre entreprise à ce sujet, mais je vous encourage à avoir confiance dans votre démarche, car elle pourrait être une étape importante dans l'évolution de l'entreprise. Votre organisation a un intérêt vital à s'engager dans la transition environnementale et à se préparer aux changements à venir. En soulevant le sujet, vous prendrez donc soin de l'avenir de votre entreprise. Bien sûr, il ne faut pas foncer tête baissée. Anticiper les freins doit vraiment faire partie de votre stratégie. Par exemple, le fait d'avoir conscience de la capacité de votre entreprise à réagir sur le court, moyen et long terme. Si vous anticipez les difficultés, que vous vous armez de patience et de persévérance, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Alors, comment allez-vous nourrir vos propositions stratégiques ? Plusieurs grandes approches existent. Voyons cela ensemble tout de suite. Vous pouvez par exemple opter pour l'économie circulaire. C'est un modèle économique holistique qui optimise l'utilisation des ressources et diminue l'impact sur l'environnement. Autre idée ? L'économie de fonctionnalité. L'entreprise loue des biens ou services au lieu de les vendre. Par exemple, un loueur de voitures. L'objectif est que le bien loué soit le plus durable possible. Les économies de ressources sont d'au moins de 30 à 50%. Pas mal, n'est-ce pas ? Une autre piste est l'augmentation de la longévité des produits. C'est le contraire de l'obsolescence programmée. Vous connaissez la marque Patagonia ? Cette entreprise de matériel sportif outdoor garantit la durabilité de ses produits. Son service client a pour credo de réparer plutôt que de remplacer. Ils éduquent même leurs clients sur l'entretien et la réparation des produits en toute autonomie. Et devinez quoi ? L'entreprise est très rentable, tout en ayant un modèle respectueux de l'environnement. Vous pouvez aussi proposer que l'entreprise où vous travaillez devienne contributive. Qu'est-ce que ce terme barbare ? Cela signifie qu'au-delà d'être rentable et de créer de la valeur pour ses clients, collaborateurs et actionnaires, elle respecte strictement les limites planétaires. Plus qu'un concept, c'est aujourd'hui une nécessité. Toutes les entreprises devraient veiller à l'entretien de leur environnement et à sa réparation si elles l'ont dégradé. L'exemple de Patagonia que je viens d'évoquer prouve bien que l'entreprise contributive n'est pas une utopie et peut être profitable. En complément, je souhaite aussi vous parler d'un second modèle de gouvernance intéressant, la perma-entreprise. Comme dans la permaculture, elle crée des synergies entre toutes les parties prenantes, ce qui rend ses actions plus efficaces. Elle s'engage à avoir un usage sobre, voire régénératif des ressources, et se dote de 23 objectifs d'impact exigeants. Ces 3 principes éthiques tiennent du bon sens. Prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager le surplus. Beau programme, n'est-ce pas ? Allez, je vous laisse avec une 5e et dernière piste, qui progresse actuellement beaucoup, la low-tech. Elle désigne des catégories de produits, services, procédés ou systèmes qui sont économes en ressources et qui intègrent la technologie selon 3 grands principes. Utile, accessible et durable. La low-tech vise à utiliser la technologie de manière plus sobre, plus maligne, avec le juste dosage qui nous amène vers une société soutenable et désirable. Pfiou ! Que de pistes pour imaginer une stratégie respectueuse de l'environnement et changer de cap dans votre entreprise. Je vous laisse digérer l'information. Passons maintenant à une étape épineuse mais cruciale pour le développement de votre stratégie environnementale, la communication. Celle d'abord avec vos collègues lors de groupes de travail pour vous poser les bonnes questions. Des questions fortes qui permettront de fixer un cap environnemental ambitieux. Puis, une fois ce cap fixé, nous vous partagerons comment présenter efficacement ce travail à votre direction. C'est auprès d'elle que vous aurez le plus grand impact, si vous réussissez à faire adhérer à ce que vous proposez. Revenons aux questions clés qui structureront votre réflexion.
En voici certaines que vous pouvez poser de manière très ouverte à vos collègues pour commencer. Qu'est-ce qui manquerait au monde si mon entreprise n'existait plus? Et qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Cela peut sembler fou de se demander cela, mais ça permettra de mettre le doigt pile sur les aspects négatifs du business model de votre entreprise et ses répercussions sur l'environnement. Ces 2 questions vous permettront donc de cadrer votre stratégie. Cela pourrait aussi être utile de vous poser des questions spécifiques en fonction de votre secteur. Vous trouverez des pistes dans la partie texte du cours. En tout cas, la question la plus importante que vous pouvez vous poser est la suivante. Mon activité professionnelle contribue-t-elle à amener mon entreprise à la neutralité carbone et à bâtir un monde durable pour toutes et tous? Quand vous aurez rassemblé les réponses à ces questions, vous pourrez aller plus loin et vous nourrir des grandes approches environnementales, par exemple. Elles vous apporteront un modèle pour imaginer une stratégie plus responsable pour votre entreprise. Dès que vous aurez adapté votre stratégie à celle de votre entreprise, il sera temps de partager vos bonnes idées avec l'équipe dirigeante. Ils ont une mission lourde sur les épaules et votre aide pour imaginer les lendemains de l'entreprise et consolider sa viabilité sera certainement bienvenue si elle est apportée de la bonne manière et au bon moment. Voici quelques clés essentielles pour bien communiquer. Savoir choisir le bon moment pour amener le sujet. Avoir préparé le bon support pour maintenir l'attention. Adopter une posture humble, didactique et assertive. Mettre en perspective vos recommandations avec ce que veut réaliser votre hiérarchie. Vous retrouverez l'ensemble de ces pistes concrètes dans la partie texte du cours. Bien. À présent que vous avez libéré la parole sur ces sujets, il est temps d'explorer les accélérateurs de changement. Bravo, vous touchez au but. Dans cette dernière vidéo, je vais vous donner 5 pistes pour accélérer le changement au sein de votre entreprise et ainsi lui permettre de prendre pleinement sa place dans la transition environnementale. Commençons avec un gros morceau. Il s'agit de la raison d'être de votre entreprise, autrement dit, sa finalité. Par exemple, sa contribution à la société. Et pour aller encore plus loin, à la planète. En clair, pourquoi votre entreprise existe-t-elle? Est-ce que vous y aviez déjà réfléchi dans ces termes? Je vous l'accorde, je vous propose un questionnement profond. Depuis 2019, la loi Pacte, ou Plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise, est entrée en vigueur. 2 mesures de cette loi touchent l'objet social de l'entreprise. D'abord, l'intérêt social d'une entreprise est devenu un impératif pour sa bonne gestion. Et dans leur stratégie et activité même, les entreprises doivent désormais prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Il est donc important de mesurer l'impact de votre entreprise sur son environnement, qu'il soit social ou environnemental. De nombreux référentiels existent pour vous aider dans cette tâche, comme les Science-Based Targets. Une trajectoire a été créée pour chaque secteur économique, vous pouvez donc l'adapter pour définir la vôtre. Ensuite, pensez à ouvrir la gouvernance de votre initiative à toutes les parties prenantes. C'est une étape importante qui permet de fluidifier l'avancement de votre projet. Et enfin, vous pouvez rechercher des financements pour vos actions. Le portail de la mission Transition écologique, dont vous trouverez le lien dans la partie texte du cours, liste l'ensemble des financements disponibles. Bravo! Vous êtes arrivé au bout de ce cours. Merci d'avoir cheminé avec Alain, nos experts et moi. Si vous ne deviez repartir qu'avec un élément, rappelez-vous toujours que nous n'avons plus le temps et que chaque action compte. Je vous souhaite donc beaucoup de réussite dans vos actions liées à la transition environnementale et je vous remercie pour l'énergie que vous y mettrez.